Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Prolongation de 2 mois de l'état d'urgence en Tunisie. Cette mesure d'exception donne notamment plus de possibilités d'intervention aux forces de sécurité et notamment restreint les rassemblements. En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo est de retour face à ses juges devant la cour d'assises d'Abidjan. Un milicien pro-Gbagbo l'accuse d'avoir financé la répression pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Et puis au Cameroun, le recyclage est une activité lucrative. Nous verrons le parcours parfois difficile des ferrailleurs du marché de Mokolo et Lobi à Yaoundé. Mais d'abord, état d'urgence réinstauré au Mali. Ces mesures interviennent 2 jours après l'attaque d'un camp militaire à Nampala qui a fait 17 victimes et 35 blessés. L'état d'urgence qui avait expiré le 15 juillet après une prorogation de 3 mois est réinstauré à compter de jeudi. Et un deuil national a également été déclaré après cette attaque meurtrière. Le président Ibrahim Boubacar Keïta se rend ce jeudi à Ségou où un hommage sera rendu aux victimes de cette attaque. Et cas de figure similaire en Tunisie où l'état d'urgence a été prolongé de 2 mois. L'objectif est de lutter efficacement contre le terrorisme. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a annoncé mardi cette décision déjà instaurée à plusieurs reprises depuis novembre 2015. Les précisions de Birama Saounera. En Tunisie, l'état d'urgence a été prolongé de 2 mois à compter du 21 juillet 2016. Il a été instauré le 24 novembre 2015 à la suite d'un attentat suicide contre la garde présidentielle à Tunis. En 2015, le pays a été frappé par 3 attentats majeurs revendiqués par l'État islamique. Depuis lors, la menace terroriste persiste malgré les nombreuses mesures prises par le gouvernement. La question de sécurité en Tunisie est très fragile et que le secteur du tourisme est très fragilisé par l'insécurité. Donc c'est tout à fait normal que le président tunisien a pris la décision de prolonger l'état d'urgence comme moyen de combattre l'insécurité dans le pays. Depuis 2011, la Tunisie peine à se stabiliser avec des manifestations qui dégénèrent régulièrement en violence. L'état d'urgence instauré par le gouvernement témoigne de la volonté de l'État de poursuivre également la lutte contre le terrorisme. Cette mesure d'exception donne plus de possibilités d'intervention aux forces de sécurité. C'est vrai, les Tunisiens n'ont pas accepté l'état d'urgence pour l'éternité. Mais tant qu'il y a du conflit libyen, il y a de l'insécurité du Tunisien, il y a le secteur du tourisme qui souffre de les conséquences des attentats meurtriers qui étaient commis soit à Sousse, soit d'autres endroits en Tunisie. Alors, la plupart des Tunisiens, je pense, ils acceptent cette situation d'exception pour combattre l'insécurité et surtout pour combattre le terrorisme. C'est la 5e prolongation de l'état d'urgence en Tunisie depuis novembre 2015. La mesure d'exception permet aux autorités d'améliorer les conditions de sécurité du pays. Cependant, malgré l'état d'urgence, la ville tunisienne de Ben Guerdane, située près de la frontière libyenne, a été la cible d'une violente attaque djihadiste le 7 mars 2016, faisant plus d'une 50aine de morts. La France accusée de violation de territoire par la Libye. Paris a reconnu pour la première fois mercredi la présence de soldats français en Libye, suscitant les protestations du gouvernement d'union nationale. L'instance estime que rien ne, je cite, justifie une intervention étrangère sans que l'on soit informé. Des centaines de personnes ont ainsi manifesté ce 20 juillet dans plusieurs villes libyennes, dont la capitale Tripoli et Misrata, pour protester contre la présence militaire française. Au Zimbabwe, le chef de l'État Robert Mugabe dénonce, lui, les protestations du pasteur Evan Mawarire. Le président zimbabwéen s'en est pris mardi au leader de la contestation citoyenne, l'accusant d'inciter à la violence. Le pasteur, de son côté, a réagi en disant qu'il est sans crainte et n'entend pas interrompre sa campagne devenue populaire sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ThisFlag. L'on fait le point avec Marcel Farba-Maroun. Au rythme où on en est, le calme tardera à revenir à Harare et ses alentours. En effet, des vagues de protestations ont éclaté au Zimbabwe et le pasteur Evan Mawarire, accusé d'en être responsable, a été arrêté avant d'être finalement relâché. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a sombré dans le mutisme. Il a appelé les Zimbabwéens à poursuivre la grève générale
pour dénoncer les pratiques du régime de Robert Mugabe. Le président zimbabwéen n'a pas manqué d'accuser Mawarire comme incitateur à la violence à l'occasion d'une cérémonie de funérailles d'un responsable gouvernemental à Harare, la capitale. Mawarire et ceux qui croient en ce mode de vie dans notre pays ne font pas partie de nous. Notre pays est un état de droit et nous ne tolérerons pas ces débordements. Premier ministre 7 années durant, Robert Mugabe, qui a grandement contribué à la lutte pour l'obtention de l'indépendance du Zimbabwe, devient président de la République en 1987. Depuis lors, il a été réélu à plusieurs reprises, dont l'élection de 2013, la dernière en date. Entre-temps, plusieurs manifestations ayant laissé place à des scènes de violence ont eu lieu. Les plus récentes, organisées par Evan Mawarire, dénoncent la crise économique sans précédent que traverse le pays depuis le début des années 2000. Une crise aggravée cette année par une sécheresse. Le président Robert Mugabe dit ne pas faire la même lecture de la situation. You can't urge people to adopt violence. Vous ne pouvez pas appeler les gens à recourir à la violence, à des manifestations violentes et en faire un mode de vie. Non. Nous dirons non. À jamais non. No. We will say no. Encore inconnu au Zimbabwe il y a quelques mois, le pasteur Evan Mawarire a créé un tout nouveau mouvement citoyen de contestation dénommé This Flag. Ne s'étant toutefois jamais pris directement au président Mugabe, il a affirmé la nécessité de trouver des moyens pacifiques pour résoudre la situation. Dossier judiciaire en Côte d'Ivoire. Après 15 jours d'interruption due au malaise et à l'hospitalisation de l'accusé, le procès de Simone Gbagbo a repris ce mardi 19 juillet. L'ancienne première dame était face à un témoignage d'un ancien milicien. Celui-ci aborde notamment la question du financement de son mouvement. Écoutons à ce propos Maître Rodrigue Dedier, avocat principal de l'ancienne première dame Simone Gbagbo. On a demandé une réévaluation de son état psychiatrique, mais la Cour a décidé de passer outre et de faire l'audition du témoin. Donc nous avons donc, suite à l'audition de la Cour, ouvert les débats sur son audition. Et donc au cours de ces débats-là, il a bien confirmé que ma cliente Simone Gbagbo n'a jamais financé son mouvement militaire. Il n'a jamais également donné l'instruction à son mouvement militaire. Donc le témoin a clairement déchargé ma cliente. Et donc, moi, je suis largement satisfait. Il a dit un certain nombre de choses sur certains événements de la crise post-électorale qui nécessitent d'être clarifiés pour la manifestation de la vérité et même pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, nous allons continuer à l'interroger pour qu'effectivement, il clarifie un certain nombre d'informations qu'il a données. Même si ma cliente a été déchargée et qu'aujourd'hui, ce témoin ne l'accuse plus, je ne m'arrêterai pas là. Je vais continuer à les questionner jusqu'à ce qu'il nous dise un certain nombre de choses. Donc, en réalité, ce témoin, c'est un affabulateur. Et il n'est pas à sa première circonstance en ce qui concerne ces affabulations. Au Cameroun, de nombreux jeunes ont fait du recyclage de ferraille une alternative au chômage. C'est le cas notamment à Yaoundé, où ils sont nombreux à braver les intempéries afin de trouver le précieux sésame. Malgré les difficultés qu'ils rencontrent, ces ferrailleurs parviennent tout de même, grâce à cette activité, à répondre aux besoins du quotidien. Reportage de Viviane Baoken, correspondante au Cameroun. Ce matin, au marché des ferrailles à Mokolo et Lobby, dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, les ferrailleurs s'attellent paisiblement à leurs tâches quotidiennes, recycler les amas de fer en dégradation. Ici, tout passe. Motocyclettes abandonnées, moteurs défectueux, batteries délabrées et carrosseries abîmées. Ce sont les vieilles choses, les vieilles tôles, les vieilles voitures. Bon, les vieilles classes. Les enfants partent en brousse pour chercher. Les matins, on donne l'argent, le soir, ils rentrent. S'ils rentrent le soir, on pèse. Et même ils gagnent leur bagnole avec ça. La matière première est collectée dans les broussailles et dans les quartiers par des jeunes qui se font appeler des attaquants. Souvent considérés à tort comme des délinquants, nombreux sont ceux qui risquent leur vie afin d'obtenir un bout de fer moisi. Tu peux passer même peut-être près du garage de quelqu'un, il t'arrête en fouillant même ton sac, il voit quelque chose que tu as acheté ailleurs. Puis il se base sur ça, il dit que tu as l'habitude de venir, que tu as volé sur le lieu et puis peut-être ça t'amène même jusqu'en prison. Plusieurs sont ceux qui sont là-bas à cause de l'affaire.
ferraille. Ces matériaux recyclés mettent de nombreuses familles à l'abri du besoin. En fonction des périodes, les gains peuvent aller de 80 000 à 100 000 francs CFA par mois. Les principaux clients ici sont des étrangers. On se bat. Par jour, on peut acheter 300 kg, 400 kg. Donc par mois, on peut avoir 8 tonnes. On envoie à Douala pour aller vendre, pour gagner un peu de moyens, pour payer le scolarité des enfants, donc pour envoyer au village à nos parents. Ça, par mois, on peut gagner même 80 000, même 100 000. Bon, les grands clients sont des étrangers, les Libanais, les Indiens, les Chinois. Ce sont les grands acheteurs. Mais les Chinois font plus dans les batteries, les vieilles batteries. Les Libanais ramassent tout. La ferraille recyclée ici à Yaoundé, au lieu dit Mokolo et Lobi, est directement acheminée à Douala, capitale économique du Cameroun, où elle subira des transformations. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.